Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Noël approche et vous devez avoir sûrement beaucoup d'idées cadeaux. On en a un peu l'histoire de notre rencontre avec Thierry. C'est fait sur un podcast qui s'appelle le CKB Show et qui parle de Chromebook, un ordinateur avec un bon rapport qualité-prix qu'on avait envie de vous expliquer un petit peu plus aujourd'hui. Mais au fait, Thierry, c'est quoi un Chromebook? Salut Sylvain, salut Nicolas. Bienvenue Nicolas, bienvenue dans notre podcast. Comment vas-tu? Eh ben écoute, merci Thierry, merci Sylvain de m'avoir invité. Ça va très très bien aujourd'hui. Une bonne journée qui s'annonce et puis un épisode assez intéressant, je l'espère en tout cas. Alors on va pas le cacher à nos auditeurs, hein, c'est pas la première fois qu'on enregistre tous les trois, puisque Sylvain et moi on a découvert le monde du podcast par ton biais. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu un petit peu t'inviter, quelque part aussi pour te rendre l'appareil. Mais pour autant, on démarre l'émission en disant, Nicolas, mais nos auditeurs, certains te connaissent très certainement, mais d'autres peut-être pas. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en fait? Ouais, bah bien sûr, évidemment. Bah, je suis Nicolas. On me connaît sur Internet principalement pour une activité qui est l'univers, le monde du Chromebook. Un ordinateur qui fonctionne sur un système d'exploitation qui est fabriqué par Google. Donc, depuis quelques années, une dizaine d'années en fait, j'officie autour de ce système d'exploitation avec pas mal de produits, un site internet, un podcast, comme tu me l'as justement dit, et puis des produits annexes, des guides papier, des guides numériques, enfin bref, pas mal de choses autour de cet univers-là. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, je crois, Thierry et Sylvain. Exactement. Moi, j'étais auditeur, un des premiers auditeurs du podcast et utilisateur de Chromebook. Et j'ai réussi, à force de persévérance, à intégrer l'émission. Et Ouais. j'avais rencontré Thierry et toi. C'est vrai qu'on a passé de super bons moments pour le coup. Ouais, effectivement, c'était cool. Hein, les deux. Hein, vous êtes venus progressivement sur le CKB Show. Je crois que Thierry t'es arrivé le premier, ensuite Sylvain. Et Ouais. c'est un peu comme une agence de matrimoniale en fait. Je vous ai fait découvrir l'un l'autre et aujourd'hui vous officiez tous les deux dans un super podcast. Au fait, c'est quoi? Où on apprend plein de choses et c'est hyper intéressant de vous écouter toutes les semaines avec des sujets divers et variés. Ben Et en, écoute. et en plus, l'anecdote vis-à-vis de Sylvain, c'est que c'est la seule fois où j'ai animé l'épisode du CKB Show, parce que toi, Nico, tu étais victime d'une extinction de voix. Et Exact. donc, on avait fait le truc un peu à l'arrache. On avait les sujets, mais un peu à l'arrache. Et on avait laissé la parole aux auditeurs pour copier l'émission pour copier le nom d'une émission bien connue. Et dans cet épisode-là, il y avait un seul auditeur qui avait parlé, c'était Sylvain. Et c'est après, je me souviens, on avait débriefé Nico et moi. Et puis, on s'était dit, ah, il est pas mal et il faudrait qu'il revienne. Et puis, les choses, on en amené une autre. J'avais un peu masqué ma folie à l'époque, j'avais réussi à vous bluffer et à tromper tout ça. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir parce qu'en plus, on en parlait souvent avec Thierry, une grosse partie de l'émission et du podcast, au fait, c'est quoi, est fait sur Chromebook de base, qu'à ce soit de l'enregistrement, du montage. Donc voilà, c'est un écosystème qui nous tient à cœur et on s'est dit, bah, ça peut aussi donner des envies à des gens. À moindre coût, et ça, Nicolas, tu en parleras mieux que nous tout à l'heure, de pouvoir se lancer. Alors, du coup, Nico, et effectivement, à chaque fois, on va dire Nico, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de t'appeler. Euh, donc, effectivement, tu as ton site, etc. On y reviendra. Mais, alors, soyons honnêtes, Sylvain et moi, on connaît l'histoire, mais je pense que c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu as créé My Chromebook? En fait, comment est-ce que l'idée du site t'est venue? Et comment t'es venu au Chromebook? Parce que je sais que c'est lié, en fait.
Ouais, alors en fait, donc j'ai un métier où je me déplace beaucoup en train depuis plusieurs années et quand je suis dans le train, je passe mon temps sur l'ordinateur à travailler évidemment, à regarder du contenu multimédia, tout ça. Et il se fut un temps où mon ordinateur du moment m'avait lâché et je m'étais mis à la recherche d'un ordinateur léger avec en fait plusieurs caractéristiques, dont deux principales: léger, une grosse autonomie. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Je voulais pas forcément un grand écran, je voulais pas forcément grand chose dans l'appareil. Et j'ai cherché très longtemps. Et puis évidemment, je voulais pas mettre un budget de fou furieux parce que j'avais pas envie de dépenser énormément d'argent à ce moment-là. Et ça, je vous parle d'un temps, c'était en 2011. Donc ça fait quelques années déjà. Et en fouillant ici ou là sur Internet, je suis tombé sur un étrange produit qui s'appelle les Chromebooks, inconnu en France en 2011, hein, complètement inconnu. Et puis je fouillais au fur et à mesure et de temps en temps il revenait et ça m'a vraiment intrigué. Donc je suis allé pousser un peu plus loin la recherche et je suis tombé sur plein de forums, enfin quelques forums américains, puisqu'en France on n'en parlait pas du tout, en Europe encore moins. Et ces forums américains, ce qui était assez amusant, c'est que ils étaient tous unanimes sur le sujet pour dire que un Chromebook c'était nul. Voilà, je fais simple, hein, nul, mais le truc inutilisable. En gros, un Minitel. Alors ils n'utilisaient pas le terme Minitel parce que c'est franco-français le Minitel, mais c'est un petit peu l'idée du produit. Et je me suis dit, bah tiens, c'est étonnant, Google qui fait un truc nul à ce point-là, ça me semble assez curieux, en sachant que j'étais déjà dans l'écosystème de Google avec les smartphones Android, avec Gmail, avec toutes les applications Google Calendar, etc., etc. Et je me suis dit, allez, je me tente, je vais essayer d'en trouver un. Et j'en trouve un en France. Alors, je peux plus vous dire sur quel site je l'ai acheté parce que je pouvais pas le trouver en magasin. J'en trouve un en France et je me dis, bon, bah, on va voir ce que ça donne. J'achète le truc. Ça m'avait coûté moins de 200 euros, hein, à l'époque. Je crois que 150, 200 euros maxi. Et je me suis dit, pour ce prix-là, est-ce que je risque vraiment grand chose? Donc, j'ai commandé l'appareil et j'ai fini par le recevoir quelques jours plus tard. Et je l'avais fait livrer en relais colis et ça a son importance parce que quand je vais le chercher au relais colis, donc quelques jours plus tard, je récupère ce colis. La personne me le donne gentiment. Je prends pas le temps vraiment de rentrer chez moi pour le déballer. Je suis assez curieux et je rentre dans la voiture, je jette le colis sur le siège passager, j'arrache furieusement le plastique qui recouvre la boîte et en regardant l'appareil comme ça rapidement, je me dis mince, ils se sont trompés, c'est un MacBook, mais je veux pas de MacBook moi. Et je referme l'ensemble. Et je rentre chez moi finalement, je sors le truc et bon, ça ressemblait à un MacBook, mais de très loin, hein, puisqu'en fait, on était sur un produit, un châssis complètement en plastique, des touches qui faisaient du bruit un petit peu infernal. Et puis, quand tu ouvres le produit, on tombe sur un navigateur que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est le navigateur web de Google, c'est-à-dire Chrome. Et c'est à peu près tout ce qui était disponible dans l'ordinateur. Et je me suis dit, j'ai quand même investi 200 euros dans le produit, enfin un investissement à l'époque, j'ai quand même dépensé 200 euros dans le produit, il faut quand même que j'en fasse quelque chose. Et c'est là que ma curiosité arrive, c'est que je me dis, si moi je l'ai acheté, les autres vont peut-être l'acheter, et il faut qu'on trouve un moyen de rendre accessible ce produit au plus grand nombre, en tout cas tous ceux qui vont l'acheter. Et donc je me suis mis à chercher des astuces parce que, encore une fois, on ne pouvait rien installer, on ne pouvait pas faire grand chose à part aller sur Internet. Mais moi, je voulais quand même faire quelque chose. Et du coup, j'ai cherché des solutions, ne serait-ce que pour imprimer, pour scanner des documents, pour écrire du texte, pour utiliser une webcam. Enfin, toutes ces solutions-là qui semblent anodines, hein, sur un ordinateur sur Windows ou sur macOS, voire même Linux. Hein. Et sur Chrome OS, c'était impossible. Et donc, c'est de là que j'ai trouvé des petites astuces ici ou là, et j'en ai fait un site internet qui est devenu mychromebook.fr, donc l'une des références francophones sur le sujet. Et j'y stockais tous mes petits tips, mes petites astuces, mes petits trucs que je découvrais tous les jours, et je mettais sur le site au fur et à mesure. Et voilà, mychromebook est devenu ce qu'il est devenu au fil du temps, parce que depuis 2011, j'ai pas lâché le truc, et aujourd'hui j'en suis plutôt content, en tout cas. Ouais, c'est vrai que ça. Alors, l'histoire, on la connaît, mais ça me fait toujours marrer de l'entendre. Soit dit en passant, un MacBook à 150 euros, je pense Ouais, que je l'aurais gardé quand même, hein, en me disant, bon, je peux le revendre, mais ça, c'est peut-être mon. moyen d'une belle plus-value là pour le coup. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est intéressant. Et donc, du coup, 2011, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, c'est à peu de choses près le Le moment de la lancement. sortie des Chromebooks, hein, à peu de choses. Ouais, En c'est fait, ça. de C'est Chrome OS, le, quoi.
le premier ordinateur commercialisé sous Chrome OS 2011. Je crois que c'est mai 2011. Moi, j'achète le mien en juillet 2011. Et Chrome OS est sorti quelques temps avant, l'année précédente, mais sous format qui s'appelait Chromium OS et qui était uniquement sur un Chromebook non commercialisé fourni par Google aux développeurs, qui était le CR48 de chez c'est Google qui le fabriquait avec un founder. Alors j'ai plus le nom, mais je crois que c'était Acer ou Lenovo qui fabriquait le châssis, et Google qui proposait Chromium OS dessus, donc le CR48. D'accord. Et du coup, alors merci effectivement pour cette histoire et comment t'en arrivé. Moi, je me souviens que c'est par une pub télé, pardon, et c'est mon épouse en fait qui me disait ah mais ça a l'air sympa, etc. Et moi, j'y suis venu plus tard parce que j'ai commencé mon premier Chromebook, c'était en 2015. Toi, Sylvain, il me semble que c'était un peu plus tôt de mémoire. Moi, c'est en 2014. Voilà. 2014, j'étais déjà très fan de tous les produits Google. Je me suis dit, tiens, ils ont l'air de sortir un écosystème. Un peu comme Nico, je me suis dit, il va falloir que je teste. Pas possibilité de le trouver sans le commander, hein, de toute façon. Pareil, hein, j'avais dû à peu près avoir 200 €. Je l'avais acheté et le moment où je le reçois, je suis en vacances. À l'époque, chez la grand-mère de mon ex qui n'avait pas Internet. Dommage. Et donc, ce qui fait que j'étais vraiment, et il nous restait genre au moins 15 jours de vacances, j'étais affolé de l'avoir. Et voilà, le Chromebook au début sans Internet, bon, on était assez limité quand même. Donc, j'avais réussi à aller chez mon beau-père, me connecter un peu, paramétrer mon compte Google. Et ouais, c'est des grands moments parce qu'on a l'impression d'avoir connu quelque chose au début et de le voir évoluer en fait. Ouais, et puis pour les plus jeunes qui nous écoutent ou les moins technophiles, aujourd'hui, c'est vrai que souvent, t'as pas Internet, ce serait pas bien grave, parce que tu prends ton téléphone, tu fais ce qu'on appelle un partage de connexion, mais ça, à l'époque, je sais même pas d'ailleurs si techniquement c'était faisable, et en tout cas, même si c'était faisable, on n'avait pas l'enveloppe de data qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on parle de 10 gigas, 20 gigas, 50 gigas, 100 gigas. On était très loin de ces choses-là, et puis de toute façon, on se posait même pas la question, en fait. Ouais, en 2011, il y avait toujours que 3 opérateurs en France. Le quatrième est arrivé en 2012. C'est lui qui a démocratisé l'usage de la data. Donc, en 2011, ouais, c'était compliqué le partage de connexion et ça coûtait vite très très cher. Mais bon, moi, je l'utilisais à titre pro. Alors, donc ça allait, c'était pas grave. C'est l'entreprise qui payait. Mais je peux te dire que, ouais, 2012, le partage de connexion en mobilité a été très très intéressant sur les premiers Chromebooks, puisque on pouvait rien faire sans avoir une connexion Internet. Donc, c'était hyper compliqué. Mais heureusement, ça a changé. C'est clair. Sylvain, tu allais dire quelque chose. Bah non, ça a bien évolué et c'est vrai que ça a souvent eu un peu mauvaise presse, on va dire, de se dire c'est un navigateur internet, on peut pas faire grand-chose, c'est limite un sous-PC ou un sous-Mac, hein, c'est un peu ce qu'on entendait. Pour le coup, nous, on peut certifier que non. Pour toi, Nico, si tu devais résumer, globalement, c'est quoi maintenant un Chromebook? Alors un Chromebook, c'est simple. Si je dois le résumer, c'est un personal computer, c'est un PC. Comme peut l'être un ordinateur sous Windows, sous macOS ou sous Linux. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'écart entre ces 3 ou 4 appareils différents. Simplement, c'est le système d'exploitation qui va appartenir à Google, là où Microsoft possède Windows et macOS pour Apple. Voilà, si vraiment je vais au plus light, c'est un ordinateur portable comme un autre. À la différence, c'est le système d'exploitation qui est moins répandu et moins connu aujourd'hui, mais Google l'a pensé complètement différemment des autres, et heureusement, ils arrivent 30 ans après les autres sur le marché du système d'exploitation, donc ils ont réfléchi à améliorer tous les petits défauts qu'on retrouve dans les autres systèmes d'exploitation un petit peu poussiéreux. On connaît tous les écrans bleus de la mort qui tue de chez Microsoft, on connaît tous les problèmes de pilote à installer, d'incompatibilité de produits. Google a tiré un bilan de tout ce qui s'est passé chez les concurrents et s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est un ordinateur clé en main où les gens n'ont rien à faire. Il l'allume et ça fonctionne. Et c'est là où la magie du Chromebook, c'est que réellement, on allume son Chromebook pour la première fois, on tape son mot de passe et son identifiant Google et il est totalement opérationnel.
allez, on va dire au démarrage, c'était 3 secondes le démarrage, et aujourd'hui, on est aux alentours de 6 à 8 secondes de démarrage, puisque maintenant, on fait beaucoup plus de choses. Et au fur et à mesure du temps, Chrome OS s'est grandement amélioré, puisque, je vous le disais tout à l'heure, hein, ça ne fonctionnait au départ que sous Chrome, donc uniquement sur Internet. Aujourd'hui, on a un système d'exploitation qui nous permet de télécharger des applications, d'en installer évidemment, de surfer sur le web, de regarder des vidéos, de faire du montage vidéo, on pourra peut-être en revenir tout à l'heure, faire du traitement de photos, de l'enregistrement de podcasts. Bref, on peut faire énormément de choses comme le fait un ordinateur classique aujourd'hui. Ouais, et puis je rajouterais un point qui pour moi était particulièrement important. En fait, comme tu disais, donc lié à Google et lié aux solutions Google et en particulier lié à Google Drive. Donc Google Drive qui est donc l'espace de stockage fourni par Google dans le cloud. Au même titre, pour nos auditeurs, s'ils ne connaissent pas forcément, ça peut être OneDrive chez Microsoft ou des solutions comme Dropbox, etc. Et donc, ce qui se passe sur les Chromebooks, c'est que euh, on stocke un document, que ce soit un document texte, une image, n'importe quoi. Et pour faire simple, elle est stockée automatiquement dans le drive sans faire de manipulation. Donc il y a une synchronisation automatique d'une part, mais d'autre part, ça veut dire également que si on change de Chromebook, et je sais que Sylvain aussi, et toi Nicolas, n'en parlons pas, on a tous plusieurs Chromebooks, et le côté absolument magique, bluffant pour pas te paraphraser Nicolas, les auditeurs du CKB Show nous sauront pourquoi est-ce que je dis ça, c'est que du coup, on fait une opération sur un Chromebook, on l'éteint, on se connecte sur un autre avec le même compte, donc la même adresse Gmail, et on récupère tout de suite les données, et c'est une synchronisation, mais même pas dans le sens qui se fait en quelques minutes, comme ça, c'est instantané en fait, d'autant Ouais, plus quand on a la fibre. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le Drive est le noyau central de Chrome OS. Tout est articulé autour de ça, et Google crée un écosystème articulé autour du Drive. C'est-à-dire que tu peux ouvrir un document doc, Google Sheets, Slide sur ton Chromebook, le continuer sur ton smartphone, sur ta tablette Android, et revenir sur un autre Chromebook. Et ce qui est génial, et moi ce que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, j'utilise pas uniquement des Chromebooks, même si j'aimerais utiliser que ça. Au boulot, j'utilise des ordinateur sur Windows, je rouvre le même document sur mon PC Windows, et la boucle est bouclée. En fait, je travaille toujours le même document sur n'importe quel appareil, avec une facilité déconcertante. Et quand c'est mon Chromebook, ça va beaucoup plus vite encore, puisqu'il est vraiment tout est vraiment articulé autour de ça. Et en plus, ça sauvegarde automatiquement. Ouais, ça, Petite anecdote par rapport à ce dont tu parlais de nouveau dans le dernier épisode en date du CKB Show. C'est ça, oui. Petit problème, j'utilise donc un ordinateur sur Windows, pour pas citer, ça aurait pu être n'importe lequel. J'utilise un logiciel qui ne sauvegarde pas automatiquement, et j'ai perdu le réflexe d'appuyer sur la petite disquette. D'ailleurs, pourquoi on utilise encore des disquettes en icône, mais bon, peu importe. J'oublie de cliquer sur la petite disquette, mais je l'oublie une première fois. Mon ordinateur ne fonctionnant pas très bien, il s'éteint, évidemment. Je n'ai pas de récupération de données, donc je recommence à retaper mon texte une fois que j'ai rallumé. J'ai dû faire ça 3 ou 4 fois de suite, et à chaque fois, j'ai oublié d'appuyer sur cette petite disquette. Autant vous dire que l'ordinateur, il a presque failli finir contre un mur. Bah, c'est vrai que cette logique-là, en fait, quand on est habitué, ça peut paraître bizarre, tu sais, quand tu dis la disquette, tu vas dire le mec il est vraiment tête en l'air. Non, en fait, vraiment, quand tu es habitué à avoir quelque chose qui se synchronise tout le temps, c'est vrai que c'est un gain qui est bien. La rapidité, c'est parce qu'ils mettent des technologies SSD ou autres qui permettent de lancer rapidement. Et surtout, comme tu disais, vu que c'est articulé au niveau du drive, et ben en fait, il y a peu de mémoire de stockage interne. Alors, les gens vont dire, oh, il y a peu de mémoire de stockage interne, parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup dans l'absolu. Oui. Et ce qui fait que ça permet aussi de baisser les prix, parce que Google, pour moi, la grande intelligence qu'ils ont eue, c'est de dire, on va faire un rapport qualité-prix vraiment quasi imbattable, ou en tout cas ultra compétitif. Et derrière, beaucoup de boîtes ont joué le jeu, alors pas spécialement que pour les Chromebooks, mais d'être sur des pages web. Donc comme tu disais, maintenant tu peux faire du montage photo, vidéo, tu as vraiment accès à peu près à tout avec vraiment quelque chose à moindre coût.
Ouais, et un Chromebook, donc au départ, effectivement, pas beaucoup de place. On avait les premiers Chromebooks, tu avais 8 gigas d'espace de stockage, 2 gigas de RAM, donc rien. Et au fur et à mesure, ça s'est amélioré puisque au fur et à mesure des années, Google a repensé son système d'exploitation pour commencer à l'intégrer dans son écosystème. Si on avance un petit peu dans le temps, en 2016, typiquement, Google revoit complètement sa copie et commence à émanciper Chrome de Chrome OS, donc en train de séparer progressivement le système d'exploitation et son navigateur web. Ça viendra plus tard où vraiment la séparation se fera. Mais en 2016, ils intègrent un truc qui a révolutionné les Chromebooks, c'est l'intégration du Google Play Store, le fameux magasin d'applications qu'on retrouve sur tous les produits Android. Et là, ça a explosé la demande au niveau des applications et du coup, la mémoire interne a dû augmenter un petit peu. Donc, on est passé très rapidement à 16, 32 gigas, 64, 128 et maintenant on a même du 256 gigas pour certains Chromebooks, en sachant que c'est des usages bien particuliers où on va devoir stocker des informations sur l'appareil, ce qui n'est pas obligatoire en soi. J'ai plusieurs Chromebooks à 256 gigas, la moitié même moins de la moitié de la mémoire est utilisée. Et parce qu'une chose à noter, parce que c'est vrai que tu le dis comme une évidence, et pour nous trois c'est évident, parce que comme on l'a dit, on l'utilise depuis des années, mais de base, sur un Chromebook, il n'y a pas, contrairement à Windows, à Linux, et qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas de dire Chromebook c'est le meilleur, c'est juste d'expliquer un système qui est, j'ai envie de dire, malheureusement peu connu, c'est pas de faire des comparaisons, mais il faut bien se dire que, à la base, en tout cas, il n'y avait pas de notion d'installation d'un programme. Donc, contrairement à Windows où on dit on télécharge le fichier setup.exe ou je ne sais quoi, parce que ça montre bien que ça fait quelque temps que je ne l'ai pas fait, et où après on double-clique dessus, et puis il y a la fenêtre où on fait suivant, on choisit le dossier où on veut installer, etc. Euh, Tout ça sur Chrome OS n'existe pas. Au départ, n'existait pas du tout, dans le sens où effectivement, la seule chose qu'on pouvait installer, c'était des extensions sur le navigateur et puis des applications du Chrome Web Store. Je ne rentre pas dans le détail du Chrome Web Store. Mais là, c'est effectivement, comme tu disais, comme sur le téléphone, il y a le Play Store, donc l'application Android Play Store, où on va chercher l'application qu'on veut, et on fait comme sur le téléphone, on clique sur Installer, et au bout de quelques secondes, maximum quelques minutes, il y a une icône qui apparaît, et c'est l'application Android, euh, pour faire simple, du même style que ce qu'on a sur le téléphone, mais utilisable sur le Chromebook, et donc à ce moment-là, avec un clavier, avec une souris, via le trackpad. On reviendra un petit peu sur les caractéristiques des Chromebooks. C'est aussi à ce moment-là qu'on commençait les écrans tactiles sur les Chromebooks. Ouais, effectivement. Et si je peux revenir sur la définition, enfin ce qui fait qu'un Chromebook est aujourd'hui intéressant, je sais pas si vous vouliez en parler plus tard, mais c'est la construction, la réflexion que Google a autour de son appareil. Il le veut donc beaucoup plus rapide que la concurrence, beaucoup plus stable, mais ils ont travaillé énormément en amont sur la sécurité des Chromebooks et c'est ça qui fait que ces appareils sont exceptionnels. Donc en verrouillant ces installations, donc pas de .exe, pas de fichiers de logiciels qui viennent de nulle part finalement, où on a trouvé ça sur un forum perdu au milieu d'Internet. Google a vraiment travaillé tout son système de sécurité en mettant 4 procédures en place. Je vais les détailler rapidement, mais pas rentrer dans le détail complètement. Mais il vérifie à chaque démarrage du Chromebook le système d'exploitation pour être sûr qu'il n'a pas été vérolé ou endommagé par une installation que nous on aurait pu faire. Donc à chaque redémarrage, Google check ses serveurs pour comparer le système d'exploitation qui est installé sur ton ordinateur avec celui qui est le système d'exploitation de référence. Si tout va bien, le démarrage continue. Si tout va mal, automatiquement, il rebascule avec le système d'exploitation de sauvegarde dans ton Chromebook. Ensuite, on a un système de sandboxing où chaque solution est comment on peut dire, chaque onglet par exemple de Chrome, si on va pour schématiser, ou application extension onglet Chrome fonctionne
sont s'isoler les uns des autres. Ça veut dire que si tu as une application qui est vérolée, elle ne pourra pas aller chercher des informations dans une autre application. Le sandboxing, c'est bien la séparation. On a le cryptage de données qui est intégré dedans. Et puis, on a aussi les mises à jour automatiques, le over the air, donc le mise à jour. Dès que tu démarres ton Chromebook, tu l'éteins et tu le rallumes, automatiquement, la mise à jour est appliquée sans même que tu n'aies compris d'où venait cette mise à jour. Et voilà, c'est les 4 points qui me semblent être importants à mettre en avant dans les Chromebooks, parce que la sécurité, c'est vraiment une part très très forte de Chrome OS, et qui aujourd'hui me conforte dans l'idée d'utiliser un Chromebook tous les jours, parce que on l'a vu, hein, les malwares, les chevaux de Troie, pardon, les virus, c'est devenu légion. On voit des ransomware, des hôpitaux qui se font hacker parce que leur sécurité n'est pas bonne. Ça n'arrive pas, ça ne peut pas arriver, en tout cas aujourd'hui sur Chrome OS. Et un point par rapport alors l'avant-dernier point que tu citais par rapport aux mises à jour, parce que ça, c'est, je pense, une des grosses forces de Chrome OS, c'est que quand il y a une mise à jour du système, en fait, il y a le principe, on pourrait dire, comme s'il y avait 2 systèmes en actif-passif. Donc celui qu'on utilise et puis un autre qui est une espèce de système pas vraiment utilisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une mise à jour, la mise à jour se fait sur le système qu'on n'utilise pas, donc sur le système inactif. Ce qui fait que du coup, c'est fait, alors désolé pour l'anglicisme, en background, en arrière-plan. Voilà, je cherchais le terme français, ça c'est les déformations professionnelles. Donc il se fait en arrière-plan, et puis à un moment donné, il y a juste un pop-up qui dit « Vous avez une nouvelle mise à jour, veuillez redémarrer ». Et là où il y a un côté magique, bluffant, tout ce qu'on veut, c'est que on appuie dessus, il redémarre, et comme tu disais au début de l'émission, ça prend, allez, grand maximum 10 secondes pour démarrer, donc le redémarrage prend en gros maximum 10 secondes. Ouais. Alors, je ne veux pas, à nouveau, comme j'ai dit, blâmer les systèmes, mais que ce soit Linux, où les mises à jour sont quand même par définition toujours lentes, parce qu'il n'y a pas ce double système. Windows, n'en parlons pas, on a tous connu le fait au moment où on veut l'éteindre d'avoir le compteur en pourcentage. Mac, en toute honnêteté, je ne sais pas parce que j'en utilise pas, mais j'imagine que c'est assez proche. La grande différence, c'est qu'on n'a pas peur de faire une mise à jour, et très souvent, on éteint le Chromebook. Si d'un coup on se dit « Ah zut, j'ai oublié de faire quelque chose », en fait on le rallume, et c'est pas gênant parce que ça prend 10 secondes. Donc c'est quand même des gros points. Et puis sans rentrer dans tous les détails, il y a aussi le principe de pouvoir réinstaller le système si malheureusement il est corrompu. Et ça également, c'est une procédure. Alors sur ton site, Nico, tu as un spécialiste de la restauration système qu'on appelle le Power Wash. Il se reconnaîtra s'il nous écoute, et je le salue. Et où je sais qu'il s'amuse régulièrement à en faire, et montre en main, pour l'avoir fait, je crois, il y a 1 semaine ou 15 jours pour un autre Chromebook, c'est fait en 10 minutes. Là où on a tous connu, et on en plaisante régulièrement, des appels d'amis, de famille, parce que le PC Windows plante et qu'on doit le réinstaller, et où on sait qu'on en a pour la journée. Ben moi, j'aurais 2 questions. Parce que là, on est en train de parler, effectivement, ça reste un bon rapport qualité-prix, tout va très vite et tout. Quid des mises à jour? Est-ce que c'est parce que c'est pas mis à jour longtemps que c'est pas cher? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, on parle un peu de montage vidéo, photo. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques principales applications, sans rentrer dans le détail, les noms sont parlants, que tu peux utiliser dessus? Alors ouais, bien sûr. Chrome OS au départ c'était compliqué sur les mises à jour, hein. Ça sortait, c'était tout nouveau. Il y avait 2 ans de mise à jour, 3 ans, 4 ans. Et aujourd'hui, quand tu achètes un nouveau Chromebook, hein, là si tu vas en magasin, tu achètes un Chromebook, tu as 10 ans de mise à jour garantie sur ton Chromebook. Ça veut dire que pendant 10 ans, il va recevoir des mises à jour pas matériel, mais logiciel. Non, matériel, ça serait compliqué, mais logiciel. Ça serait sympa, mais c'est un peu compliqué. Tu achètes un Chromebook et régulièrement, tu as un processeur, de la mémoire qui t'est livré et que tu peux remplacer, mais non.
On pourra peut-être en parler. Il existe un ordinateur qui s'appelle les frameworks où tu peux changer les composants comme tu veux et il fonctionne aussi bien sur Windows, sous Linux que sous Chrome OS d'ailleurs. Mais donc ouais, tu as 10 années de mise à jour garantie sur ton système d'exploitation. Donc tu retrouveras avec des nouvelles fonctionnalités, évidemment en lien avec le hardware, hein, parce que si d'un seul coup une nouvelle technologie apparaît avec un matériel, par défaut, il n'est pas dans ton Chromebook, évidemment. C'est dans ces 10 ans de mise à jour garantie, tu as évidemment 10 ans de mise à jour logicielle. Au-delà des 10 ans, donc ça veut dire quand même, là, si on est en 2023, ça veut dire que ton ordinateur, il sera fonctionnel et toujours aussi rapide aujourd'hui que dans 10 ans, et il sera fonctionnel jusqu'en 2033 avec des nouvelles fonctionnalités. Et au-delà de ces 10 ans, Google a créé un truc qui s'appelle Lacrosse, alors qui est une version de Chrome dédiée au Chromebook qui permet donc d'émanciper, c'est ce que je disais tout à l'heure, Chrome de Chrome OS pour que après ces 10 ans, ton navigateur web reçoive toujours des mises à jour de sécurité pour que tu surfes justement dans une grande sérénité sans avoir peur de te faire hacker parce qu'il y aurait une faille 0day qui est apparue qu'on n'avait jamais vue auparavant. Donc là, on est du coup d'un seul à une durée de vie, bref, un Highlander, il devient immortel ton appareil. Ce qui va le tuer, c'est peut-être à un moment la batterie, c'est peut-être les usages du quotidien, le fait de ne plus trop en prendre soin parce que il aura déjà 10 ans et 10 ans dans l'informatique, on le sait que c'est déjà énorme en tout cas. Pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'on peut faire du montage vidéo, de traitement d'image? C'était pas forcément très simple auparavant. Ça l'est devenu très très récemment avec Google qui travaille beaucoup avec les constructeurs d'applications, les développeurs. Et pour la vidéo, par exemple, je vais vous en citer deux, mais il y en a plein d'autres. Moi, j'en utilise deux personnellement. Il y a une application Android, donc on télécharge depuis le Google Play Store, qui est préinstallée dans son Chromebook, qui s'appelle LumaFusion. Elle est juste exceptionnelle. Elle travaille en local sur ton Chromebook, donc un peu comme n'importe quel autre système d'exploitation sur un Windows, un macOS. Tu télécharges, tu as tes fichiers sur ton ordinateur, sur ton disque dur. C'est là où tu as besoin peut-être d'un petit peu d'espace de stockage et tu traites tout en local. Et puis une autre que j'utilise pas mal qui s'appelle CapCut de la maison mère ByteDance qui détient TikTok, donc qui ont ouvert une PWA, donc une Progressive Web App de leur logiciel de montage vidéo qui est hyper intéressant. Et là, c'est totalement gratuit celle-ci et tu es totalement sur Internet. Donc tu fais ton montage sur Internet grâce à tes logs. Ce qui est génial, c'est que tu passes d'un appareil à un autre, tu retrouveras toutes tes données. Et puis pour la photo, puisque c'est souvent la question qu'on me pose, est-ce qu'on peut faire du traitement de photos sur un Chromebook? Et la réponse est aujourd'hui oui, il y a plein de solutions. Je vais vous en donner une que j'utilise beaucoup, Adobe Photoshop. Oui, c'est étonnant. Photoshop Online fonctionne, mais parfaitement sur mon Chromebook, dans la version online, évidemment. Mais ce qui est génial dans la version online, c'est que tu es en permanence à la pointe des dernières nouveautés sur Photoshop, avec par exemple tout ce qui est IA générative, avec des prompts, la possibilité de supprimer des éléments d'une image juste avec du texte. Donc ça, c'est possible de l'avoir. Avec un Chromebook, quand on achète un Chromebook Plus, Adobe fournit 3 mois de licence pour tester, et vous allez voir, c'est juste énorme. J'utilisais auparavant Lightroom, l'application Android, et puis on peut pas parler de Chromebook sans parler de Google Photos qui s'améliore au quotidien, où on peut faire de plus en plus de retouches de photos avec l'intelligence artificielle qui vient aussi y mettre son petit grain de sel pour améliorer la qualité de nos clichés. Je rajouterais juste un complément d'info sur ce que tu disais par rapport aux mises à jour. En fait, même deux informations. Donc, tu parlais effectivement des 10 ans. La première chose, c'est que au fur et à mesure des mises à jour, et moi j'ai un Chromebook, le premier justement de 2015, qui est plus en l'occurrence mise à jour, parce qu'à l'époque c'était 3 ans, mais qui continue à être utilisé. Et ce qui est impressionnant, c'est que malgré les différentes mises à jour, ça ne génère pas de lenteur. Là où on pourrait s'attendre, parce qu'au fur et à mesure des fonctionnalités qui arrivent, en fait, ce n'est pas le cas. Également, si on reste sur le sujet des mises à jour, les mises à jour de Chrome OS, donc de l'outil, alors d'après Google, c'est pas tout à fait exact, mais ça se joue à pas grand-chose, c'est qu'en fait, il y a des mises à jour toutes les 4 semaines. Oui.
Ça, c'est impressionnant, hein. Pour te dire, on est à la version 120 de Chrome OS, 121. Donc en version stable, donc plusieurs versions de Chrome OS, comme pour Chrome, hein, et pour les développeurs, pour les bêta-testeurs, et puis pour ceux qui veulent avoir quelque chose de très stable. Donc dans la version stable, on est à date là à la version 120 qui est arrivée ce matin, je crois. Et on peut déjà tester la version 121. Et c'est hyper étonnant. Et c'est toujours le côté magique de son Chromebook, c'est tu l'allumes un matin, la mise à jour a été faite et tu découvres de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux designs, des petits boutons qui sont apparus, qui sont plutôt jolis. Bref, c'est un peu Noël presque tous les matins avec un Chromebook. C'est ça. Et la deuxième chose que je voulais aussi indiquer, c'est tu parlais, et j'y ai pensé au moment où tu disais par exemple Photoshop, c'est que dans les évolutions qu'il y a eu, il y a des écrans maintenant souvent qui sont tactiles. Oui. Et puis, alors ce que je vais dire n'est pas une exclusivité au Chromebook, mais j'ai quand même tendance à penser que ça s'est beaucoup fait via les Chromebooks. On le voyait moins avant sur les PC Windows, mais c'est le stylet. Je sais que toi, Nico, t'adores les stylets. Et en plus, il y a les systèmes, je pense chez Acer, la gamme Spin, où on peut plier en fait le Chromebook pour le passer en mode tablette, etc. Ce qui fait que derrière, au niveau de la retouche, on peut le faire comme on a dit à la souris, on peut le faire avec le trackpad, on peut le faire avec le stylet, et c'est vraiment très fluide de passer de l'un à l'autre des outils de saisie. Ouais, et ils ont intégré la technologie, donc j'utilise beaucoup de stylets, ils ont utilisé la technologie, la norme USI, donc Oui. ce qui nous permet d'avoir des différents niveaux de pression. Donc pour ceux qui dessinent, ils maîtrisent déjà ça. Quand tu appuies fort, ton trait est plus épais, quand tu appuies moins fort, il sera plus fin. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu prends ton stylet, il n'y a aucun paramétrage, tu l'approches de ton écran et ça fonctionne, point. Et puis, et du coup, les Chromebooks, il y a une chose qui est hyper intéressante, comme tu le disais, ils ont différents form factors, c'est-à-dire qu'on peut le passer en mode tablette, grâce à sa charnière à 360 degrés, d'un seul coup le clavier disparaît et là tu dessines ou tu prends des notes. Moi j'utilise une application qui s'appelle Nebo pour prendre des notes manuscrites, il les retransforme automatiquement en texte informatisé. Et on peut avoir des tablettes, des Chromebooks détachables où le clavier on le défait, je pense à la gamme Lenovo IdeaPad, mais il y en a d'autres, hein, Asus avec le CM3000. Et puis on peut le mettre en mode tente. Tu veux prendre, par exemple, tu veux faire une recette de cuisine, tu le poses sur ton plan de travail en mode tente. Donc ça veut dire que ça représente une tente, hein, ni plus ni moins, un accent circonflexe. Et tu vois ton écran, il n'y a pas les touches qui te gênent. Bref, le Chromebook, tu l'utilises en fonction du moment de la journée. Tu veux lire une news sur un journal, tu le passe en mode journal en retrouvant le truc, et c'est assez magique. Et je le fais de temps en temps quand je suis en extérieur, où les gens me voient avec mon Chromebook, eux ils sont tous très très soigneux avec leurs appareils, et puis moi d'un seul coup je le passe en 360 devant tout le monde, mais très bruyamment et très 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 vulgairement, je dirais. Et ils sont tous là, arrête, tu vas le casser. Et là c'est la magie qui opère. Le Chromebook n'a pas cassé, et l'écran tactile apparaît encore plus grand et plus fort parce que je dégaine le stylet et je vais pouvoir faire une prise de notes hyper simple. Et pour le traitement de photos vidéo, le stylet, c'est juste bluffant. Et le dernier point, avant de laisser la main à Sylvain, parce qu'on n'en a pas parlé, et je pense que c'est quand même un sujet très important, et en tout cas une grosse qualité des Chromebooks, c'est leur autonomie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se promener avec un chargeur ou bien comme ça, en conditions réelles. Je ne parle pas de ce qui est noté sur les étiquettes ou bien comme ça. On atteint, facilement les 6 heures d'utilisation constante. On peut monter à 8, voire à 10, mais en tout cas 6 heures, c'est garanti. Là, par exemple, on est en train d'enregistrer. Je n'ai même pas pris le chargeur avec parce que je regarde là en temps réel, je suis à 40% de batterie et je sais que 40%, je fais encore facilement 3 heures sans aucun souci. Bon, on ne fera pas 3 heures d'enregistrement, mais... C'était mon premier choix en fait quand j'ai choisi un Chromebook. C'était le premier item que j'avais mis en avant. Il fallait que ça tienne longtemps. Et tu vois, j'utilise un vieux maintenant Acer Spin 713 au quotidien. C'est celui qui me suit partout, qui prend les coups. Et je suis en mode, moi je passe en version développeur, donc le Chromebook il est pas dans le meilleur état qu'il pourrait être. Et l'autonomie réelle est aujourd'hui de 7h30, 8h. Et
a changé parce que c'est un Chromebook qui a maintenant 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans, 4 ans, je dirais. Et l'autonomie est passée de 10 heures à ces 7-8 heures. Donc, j'ai perdu 1h30, 2 heures de batterie, mais j'ai encore 7 heures de batterie, quoi, tu vois. C'est juste énorme. Sylvain, je sens que tu as plein de questions. Alors des questions, non pas forcément, parce que c'est passionnant de vous écouter. C'était plus parce qu'on parlait un peu de logiciels photo, vidéo. Vous connaissez ma passion pour le gaming, parce que Le gaming. c'est quand même quelque chose où il est possible de jouer sur un Chromebook. Alors vous entendez énormément maintenant parler de tout ce qui est cloud gaming. Nvidia GeForce Now, Amazon Luna ou Boosteroid pour en citer quelques-uns, et qui vous permettent effectivement de jouer via les serveurs de l'éditeur avec souvent des grosses cartes graphiques et entre guillemets, peu importe que vous ayez un gros modèle ou pas, vous pouvez jouer dans des conditions optimum. Et ce qui pour moi a permis justement au Chromebook d'avoir quelque chose d'incroyable parce que je pensais pas au tout début pouvoir geeker un moment sur ces appareils-là. On peut quand même parler des appuis Android parce qu'il y a quand même, si vous avez des petits jeux, des applis Android, et vous avez également Steam qui apparaît en local sur certains Chromebooks. Ça est en train de se développer et pour lequel vous pouvez jouer avec des jeux en local. Par contre, donc c'est souvent des machines là où il faudra avoir un peu plus de puissance et de stockage, mais vous pouvez jouer. On avait fait une petite session jeux vidéo avec Nico concernant les Chromebooks. On a parlé de jeux la dernière fois que tu as pu tester en direct quand je parlais dans le ActuTech Gaming avec Romain et Franck. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui existent et la communauté geek est pas mal. Et si demain vous êtes un étudiant et que vous avez envie de jouer, mais que vous n'avez pas forcément le budget pour mettre un gros PC, avec les solutions, il faudra peut-être payer un abonnement de cloud gaming, mais derrière c'est quand même pour moi super intéressant et ça représente l'avenir de ce qui va se faire énormément dans les jeux vidéo de toute façon. Alors moi je pense que le cloud gaming c'est totalement dans la suite logique de Google et de Chrome OS, puisque aujourd'hui avec tous ces services de jeux dans les nuages ou en ligne, on peut, comme un Chromebook, tu démarres la page web de ce service et d'un seul coup tu commences à jouer. On a plus tout ce temps perdu à télécharger à télécharger un jeu, des mises à jour, et grâce à ça, ton Chromebook est devenu ton meilleur ami pour jouer. Si tu as 30 minutes de temps de libre, tu branches ta manette Bluetooth, Wi-Fi, tu joues avec ton clavier souris et d'un seul coup, moi par exemple, je joue à Cyberpunk, j'adore Cyberpunk, je joue à Cyberpunk 2077 sur mon Chromebook sans aucun problème. Je joue à Starfield sur mon Chromebook sans aucun problème. C'est devenu finalement l'ordinateur s'efface presque et la technologie qui est embarquée dans l'ordinateur n'existe plus. Aujourd'hui, je vous demande de ne pas regarder votre Chromebook par rapport à ses caractéristiques techniques, mais ce que vous voulez faire finalement sans vous soucier de ce qu'il y a sous le moteur ou dans le châssis, parce qu'un Chromebook, la technologie n'a aucun sens finalement. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est comment vous allez utiliser vos applications ou vos différents services. Ouais, c'est clair. Et je rajouterais peut-être une toute dernière chose, parce qu'on n'a pas parlé, je ne pense pas que ce soit ça qui soit le plus utilisé sur un Chromebook, mais pour certaines personnes, ça peut être utile. C'est qu'il y a également ce qu'on appelle le container Linux. On pourrait dire, pour faire simple, une machine virtuelle, peu importe les différences techniques. En d'autres termes, donc, comme tu disais, il y a donc l'OS de base avec un navigateur. C'est greffé ensuite la possibilité d'utiliser des applications Android. Et donc un terminal où on peut lancer aussi des applications du coup Linux et qu'on peut utiliser. Là à nouveau, ça s'installe donc par le terminal où on peut installer un gestionnaire d'applications, peu importe. Mais une fois que l'application est installée, elle apparaît graphiquement vraiment comme une application Android ou une application préinstallée comme Chrome ou une PWA, etc. Donc il y a aussi une espèce d'uniformisation des applications sur ce système qui fait qu'à un moment donné, on lance des applications et on ne sait même pas si elles viennent du Play Store, de Linux. Donc pour certaines personnes, ça peut être particulièrement utile. On cite souvent les développeurs, mais pendant longtemps, c'était aussi pour certains jeux. On en parlait régulièrement pour la retouche photo. Enfin, il peut y avoir plein de situations dans lesquelles l'utilisation d'applications Linux peut être également particulièrement intéressante. Ok. Ouais, effectivement. Merci pour toutes ces informations. Nico,
question, avant effectivement de clôturer cette émission, comment s'informer sur les Chromebooks et où peut-on, toi, te retrouver? Petit spoiler, parce qu'on va parler de toi pour le coup. Alors, comment s'informer sur les Chromebooks? Il y a quand même pas mal de solutions, hein. Google a un forum plus ou moins en anglais, hein. Donc, si vous parlez pas anglais, ça va être compliqué d'aller chercher des informations. Mais évidemment, vous avez le site mychromebook.fr où on officie avec les rédacteurs et la communauté pour faire des articles tous les jours. Aujourd'hui, tiens, c'est Noël, on a lancé un calendrier de l'avant en mettant en avant justement quelques applications, extensions, une par jour pour maîtriser encore mieux votre appareil, pour découvrir des petites astuces, des logiciels que vous connaissiez peut-être pas et qui vont révolutionner votre façon de travailler, augmenter votre productivité. Et donc sur le site mychromebook.fr. Mais si vous voulez échanger avec nous, vous pouvez tout simplement aller sur notre salon Discord, il est ouvert à tout le monde. J'imagine que vous mettrez les liens dans les notes de l'émission. Et dans ce salon Discord, on se rapproche des 700, je crois maintenant, où on échange sur à peu près tout et n'importe quoi autour de Google, des Chromebooks. Alors il y a un peu tout et n'importe quoi. On peut parler de fond d'écran, comme on peut parler de choses plus amusantes et d'autres un peu plus complexes. Et évidemment, si vous voulez encore nous entendre et nous écouter un petit peu plus, j'officie avec toute une équipe, Olivier, avec un autre Nicolas, avec Alexandra, avec pas mal de monde, avec Cyril, sur le CKB Show, le podcast qui parle de Chrome OS et des Chromebooks une fois tous les 15 jours, tous les dimanches soirs à 21h, enfin tous les 2 dimanches soirs à 21h. Le podcast est enregistré en live, donc on réagit à chaud à vos réponses, à vos questions dans le chat, et puis évidemment il est diffusé ensuite en podcast sur toutes les super bonnes applications de podcast qu'on peut utiliser sur ses smartphones ou même sur son Chromebook. Et puis n'oublions pas également la chaîne YouTube où tu diffuses en direct justement l'épisode. Et puis aussi ça et là où tu diffuses des vidéos de tests de fonctionnalités ou de mise en valeur de certaines fonctionnalités, voire même des Chromebooks que tu reçois de constructeurs pour tester. Donc il y a aussi également une chaîne YouTube assez active. Oui, effectivement. Très bien. Eh ben, écoute, en tout cas, merci. Pour moi, je n'ai pas d'autres questions. Je vous invite à aller découvrir le site My Chromebook. Comme ça, on va pas tout vous révéler ce soir. J'espère qu'on vous a donné le plaisir et l'envie de tester. Thierry, est-ce que tu as des questions pour Nico? Non, alors je vais dire non parce que sinon on sait très bien que Alors, tous les Thierry, trois et je on vous a un remercie. timer à respecter, Thierry, hein, n'oublie pas. Ouais, et puis je vous remercie parce qu'on a réussi à être à peu près correct. Ceux qui nous connaissent depuis longtemps savent qu'on peut parler extrêmement longtemps, donc là on est pas trop mal. Un grand merci Nico pour ta disponibilité. Merci à vous de m'avoir invité, c'était cool en tout cas, et faisons en sorte que ce podcast perdure le plus longtemps possible parce qu'il y a plein de choses à apprendre et c'est très cool de vous écouter tous les mercredis quand je suis en voiture et que je rentre chez moi le soir. Bon, avec plaisir. On va essayer. Merci à toi en tout cas, ça fait plaisir parce que j'ai découvert les podcasts avec toi, donc on a une boucle un peu bouclée, hein, que tu interviennes dans le mien. Écoute Nico, je te laisse le mot de la fin et puis je vous dis à plus dans le bus de mon côté. Eh ben écoute, bonne soirée, bonne journée à tous ceux qui écoutent ce podcast et n'oubliez pas, allez à vous abonner sur toutes les applications de podcast que vous aimez. Au fait, c'est quoi? Et puis si vous voulez venir nous voir un petit coup sur le CKB Show, ça sera avec un grand plaisir qu'on échangera avec vous sur tous les sujets autour de Chrome OS et des Chromebooks. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Bye. Merci encore à Nico pour sa participation. Si vous souhaitez en savoir plus sur les Chromebooks, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.mychromebook.fr ou à suivre son podcast quinzomadaire, le CKB Show, CKB Show. Et donc, nous concernant pour Au fait c'est quoi, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc X, Facebook et Instagram, sous le pseudo @Au fait c'est quoi. Vous avez les liens sur notre site www.auffaitcestquoi.fr.
Également, pour ne manquer aucun de nos épisodes, vous pouvez vous abonner sur notre podcast via les principales applications. Les liens sont également disponibles sur notre site. Enfin, vous pouvez également discuter entre vous et avec nous sur notre serveur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et puis enfin, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez vous connecter à notre Patreon, patreon.com/au fait c'est quoi. Merci, à bientôt, salut!